Bonjour, je m'appelle Véronique Pereira, j'ai 34 ans. Je suis patiente experte, donc en fait c'est des patients qui se sont formés à l'éducation thérapeutique du patient. Donc dans mon cas, je me suis formée en 2022-2023 à Nantes pour depuis exercer une partie de mon activité professionnelle en tant que patiente experte. Donc j'avais trouvé ça au cours d'une reconversion où j'avais vraiment eu envie de me reconvertir dans l'accompagnement des gens. Donc j'accompagne les patientes au quotidien avec des actions, les pros de santé en co-créant des ateliers d'éducation thérapeutique avec eux pour les patientes, et j'accompagne aussi dans une autre partie de mon activité professionnelle des particuliers et des entreprises sous un aspect un peu plus financier, épargne et pédagogie budgétaire, donc avec un rôle de gestionnaire de patrimoine pour le plus grand nombre. Comment est-ce que tu décrirais le rôle de votre association dans la lutte contre l'endométriose ? Alors l'association Endomind a été créée en 2014, du coup pour déclencher une prise de conscience autour de l'endométriose et un peu réveiller, j'ai envie de dire, les foules à ce sujet. En 2014, on en parlait très peu, quand il y avait un article qui sortait sur l'endométriose, c'était une grande fête. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un média par jour qui parle d'endométriose, et là avec le mois de mars jaune qui démarre, ça va être encore plus. Au quotidien, l'association Endomind, elle organise énormément d'actions, donc à destination du grand public, avec des stands d'information, des journées portes ouvertes, des conférences grand public, des formations de pros de santé, etc., etc. On a une grosse partie plaidoyer aussi auprès des institutionnels, parce qu'il y a aussi des choses qui bougeront par la mise en place de législation spécifiques. Et à côté de ça, on a aussi des projets santé que sont Endo et Vipro, donc qui est cette partie autour de la sensibilisation dans le monde professionnel, Endo et Ado, qui est notre projet à destination des adolescentes, parce qu'on s'est vite rendu compte que le discours ambiant autour de l'endométriose n'était pas forcément adopté aux adolescentes. Donc on a créé des actions de sensibilisation en milieu scolaire, et comme avec une centaine de bénévoles en 2025, on ne peut pas aller dans tous les établissements scolaires, on a créé en fait des kits Endo et Ado spécifiques à destination des infirmières scolaires pour qu'elles puissent sensibiliser directement au sein des établissements. Et à côté de ça, depuis 2021, on a créé une fondation de recherche pour l'endométriose qui finance à peu près 200 000 € de projets de recherche chaque année. Et tout ça est né en fait de l'Endorun qu'on organise chaque année, qui est une course caritative pour lever des fonds pour la recherche qu'on organise en novembre tous les ans depuis 2019, et à Paris et en distanciel, vu que en 2020 et 2021, il était impossible avec le Covid de rassembler des gens à Paris pour courir. Donc on avait créé un format distanciel qui est resté encore aujourd'hui et qui restera à mon avis sur le long terme. Et on a à côté de ça l'Endomarche qui débarque tous les ans, fin mars, qui est une marche mondiale contre l'endométriose pour trouver des solutions ensemble et pour pouvoir manifester et faire du bruit autour de cette pathologie. Et cette année, ça se déroulera le 29 mars prochain et on partira de l'hôtel de ville. Et justement, quels sont les plus gros défis en fait, que vous rencontrez pour faire connaître l'endométriose au grand public et sensibiliser ? Alors je pense que le plus gros défi par rapport à cette sensibilisation auprès du grand public, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Aujourd'hui, c'est une pathologie qui est féminine, donc qui concerne une femme sur 10, mais une femme sur 10, les gens ont parfois du mal à se rendre compte de ce que ça représente. Ça représente à peu près 2 à 4 millions de femmes en France, 180 millions de femmes dans le monde. Donc quand on donne ce chiffre-là, les gens se sentent un petit peu plus concernés, mais il y a aussi un aspect parfois aussi de l'homme qui peut ne pas se sentir concerné par cette pathologie. Donc ça, c'est un gros défi, de pouvoir mobiliser les foules. Il m'arrive parfois d'entendre certaines phrases quand je propose des actions de sensibilisation. Il y a déjà quelqu'un qui m'a répondu « moi je peux pas, j'ai piscine ». Donc forcément, ça peut être un défi au quotidien de se lancer vers cette sensibilisation et que tout le monde se sente concerné, alors qu'une femme sur 10, tous les hommes, j'ai envie de dire, autour de nous ont forcément une femme autour d'eux qui peut être atteinte, que ce soit une nièce, une fille, une sœur, une mère, etc., etc. Et je pense que le deuxième gros défi, c'est la partie plaidoyer auprès des institutionnels. Donc la situation actuelle en France est quand même compliqué. On est plutôt sur un gouvernement qui va gérer des urgences plutôt que de gérer des sujets de fond. Et on passe en second plan, malheureusement, ces sujets de la santé de la femme qui avance péniblement. On a une stratégie de lutte contre l'endométriose qui a été mise en place en janvier 2022, et aujourd'hui on a des avancées qui se font, mais à un rythme qui est un peu plus ralenti que celui qu'on espérait. Donc c'est aussi un des gros défis par rapport à cette sensibilisation auprès du grand public.
Et quel type de soutien vous proposez aux femmes qui sont atteintes d'endométriose? Alors on a pas mal de solutions qu'on crée au quotidien chez Endomind pour les femmes atteintes. Donc en termes de soutien, on a une partie auprès des adolescentes avec les fameux kits endo et ado qui sont en fait des présentations clés en main qu'on peut fournir aux infirmières scolaires dans différentes régions de France avec une explication aussi autour des filières de soins qui ont été créées par la stratégie nationale pour permettre aux jeunes filles d'avoir des pros de santé au plus près de chez elles pour pouvoir s'orienter vers des médecins qui connaissent la pathologie, pour éviter de s'entendre dire que c'est la maladie à la mode, que c'est dans leur tête et tout ce qu'ont pu entendre les femmes auparavant. Et puis on a aussi une grosse partie qu'on développe beaucoup avec l'aide de 2 patientes expertes dans l'association dont je fais partie, qui est l'éducation thérapeutique du patient. Donc ça, c'est des ateliers qui sont gratuits à destination des patientes, principalement en milieu hospitalier, mais on a aussi des CPTS et des maisons de santé qui nous rejoignent dans ce projet. Et le but de tout ça, c'est en fait de pouvoir créer des ateliers pour que les femmes deviennent actrices de leur parcours de soins, qu'elles comprennent leur pathologie, qu'elles comprennent les solutions qui sont à leur disposition et qu'elles puissent créer en fait leur petite boîte à outils par rapport à l'endométriose, que ce soit peut-être la mise en place d'une alimentation spécifique, la mise en place d'une activité physique adaptée, la mise en place d'un suivi par une kiné, par une ostéopathe, faire de la sophrologie et comprendre aussi les options thérapeutiques qui se proposent à elles. Et du coup de pouvoir créer vraiment une boîte à outils pour qu'elles se sentent bien au quotidien avec cette pathologie, qu'elles puissent avancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel on se bat énormément. On a à peu près une vingtaine de programmes actifs. On continue d'en développer au quotidien avec des équipes de pros de santé qui se mobilisent dans toute la France pour pouvoir mettre en place ces programmes. Et justement, tu parles de professionnels de santé, d'hôpitaux, de CPTS, etc. Comment vous travaillez avec les professionnels de santé pour améliorer justement la prise en charge des patientes ? Alors le but, c'est vraiment de créer des actions avec ces pros de santé en collaboration. Donc on peut avoir typiquement de manière très simple des conférences à 2 voix, donc avec d'un côté des bénévoles de l'association et de l'autre côté un pro de santé, parce que du coup il y aura à la fois la vision d'un professionnel de santé et de l'autre côté la vision d'une patiente, qu'elle soit experte ou juste une patiente, j'ai envie de dire classique, bénévole dans l'association. Et donc du coup ça donne vraiment 2 voix et ça permet aussi aux femmes de se projeter et de se sentir un petit peu plus écoutées par la présence de cette patiente. On voit que le discours est beaucoup plus libéré, beaucoup plus simple, les questions se posent plus facilement, et à côté d'avoir un expert du sujet en termes de médical qui puisse aussi apporter d'autres réponses que la patiente ne pourrait pas forcément apporter, que ce soit pour des avis spécifiques ou des connaissances sur la pathologie de manière vraiment très précise. Ça, c'est une première action. On a forcément l'ETP où on travaille régulièrement avec les professionnels de santé au quotidien. Et donc du coup aussi par rapport à ces pros de santé, on a aussi une volonté de les accompagner, c'est-à-dire on a énormément de pros de santé qui ne connaissent pas cette pathologie encore aujourd'hui ou qui ne savent pas comment la prendre en charge. Et donc du coup il faut savoir typiquement qu'un médecin généraliste, la première fois qu'il a entendu parler d'endométriose dans son cursus, on était en 2020. Donc 2020 c'était il y a 5 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément ça fait que les premiers généralistes tout bien tout formés ayant en vent de l'endométriose, ils arriveront sur le marché du médecin en 2028. Donc forcément ça crée aussi des disparités. Donc il y a une nécessité de les sensibiliser à cette pathologie, de les former à la prise en charge pour ceux qui sont acteurs de cette prise en charge et pour pouvoir petit à petit les impliquer dans les filières de soins de manière graduelle, c'est-à-dire que tous les pros de santé ne vont pas être formés à la prise en charge, mais d'avoir vraiment des pros de santé qui connaissent cette pathologie et peuvent orienter vers des professionnels de santé qui justement peuvent prendre en charge cette pathologie et accompagner les femmes dans la recherche de solutions au quotidien et de traitements adaptés, que ce soit pour la prise en charge d'une douleur ou pour à terme un désir de grossesse pour certaines. Et quelles sont les collaborations, les autres collaborations ou partenariats qui sont essentiels justement pour renforcer vos actions ? Alors je dirais qu'il y en a 2 grands. Les partenariats qu'on peut créer, déjà, c'est autour de nos grands événements de l'année. Je pense particulièrement à l'Endorun. L'année dernière, on a réussi à lever 55 000 € pour la recherche. C'était la première fois qu'on dépassait les 50 000 €, donc c'était une grande réussite pour nous. On n'est pas organisateur d'événements sportifs, donc on se lance là-dedans avec nos bénévoles en interne. Donc forcément, c'est un travail colossal, mais à chaque fois, on est ravis de le faire parce qu'on sait
l'importance que ça a et l'importance que ça a de pouvoir financer des projets de recherche chaque année. Et le gros partenariat qu'on a lancé depuis quelques années maintenant, c'est avec les entreprises qui veulent acheter des dossards pour leurs collaborateurs, pour pouvoir mettre en place des équipes qui vont venir courir pour cette cause, souvent parce qu'il y a une salariée qui est concernée dans les collègues, et donc du coup qui va permettre de mettre en place certaines choses et un certain soutien. On se rend compte, typiquement, on avait fait des stats après l'endorun, de se dire qu'il y avait à peu près 3/4 des personnes qui couraient l'endorun qui n'étaient pas atteintes de la pathologie, mais qui connaissaient quelqu'un dans l'entourage très proche qui était atteint d'endométriose. Et donc forcément, ça joue sur la réussite de cet événement. Donc ça, c'est un gros partenariat qu'on met en place chaque année et pour lequel les entreprises nous suivent de plus en plus et nous soutiennent. Et merci à elles d'ailleurs. Et à côté de ça, on a aussi une collaboration qu'on met en place avec les institutionnels, donc avec les politiques, les gouvernements successifs, j'ai envie de dire, ces derniers temps, même si c'est difficile aujourd'hui de faire du plaidoyer parce qu'on a une instabilité gouvernementale qui fait qu'aujourd'hui on est plus à même de gérer les urgences que gérer les projets de fond. Et donc forcément, on passe un peu au second plan et il y a cette nécessité d'aller travailler avec eux parce qu'il y a des actions qui passeront aussi par de la législation. Et la législation, on ne peut pas la faire toute seule avec nos petites mains. Donc il faudra à un moment donné une implication, donc une collaboration avec les instances pour pouvoir avancer en ce sens. Et tout à l'heure, tu parlais de l'endométriose aujourd'hui, de la situation aujourd'hui. Comment l'association voit l'évolution de la sensibilisation et de la prise en charge de l'endométriose dans les années à venir? Je pense que l'évolution par rapport à la sensibilisation, je pense que ça va surtout tourner autour des moyens de communication qu'on a à notre disposition. On voit aujourd'hui que les médias se développent énormément sous d'autres formes. On a les réseaux sociaux qui prennent une place, on a des médias divers et variés, on a du podcast, on a du livre, on a du micro-trottoir sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, tout ça est très présent. Et donc forcément, ça change la manière qu'on a de sensibiliser parce que ça nous ouvre un champ des possibles qui est colossal. Avant, on devait se déplacer, aller dans des stands, donc c'était forcément limité, il fallait une disponibilité des gens. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir d'autres canaux de communication donc qui étendent notre champ des possibles. Donc ça, c'est incroyable et je pense que ça va continuer à s'améliorer dans ce sens-là. Et à côté de ça, par rapport à la prise en charge, je pense qu'il y a des évolutions qui sont positives. On le voit, il y a de la recherche qui se met en place, il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette pathologie, qui cherchent aussi à comprendre le fonctionnement, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'endométriose, mais en même temps on connaît encore très peu de choses sur son fonctionnement. Il y a des pistes qui sont évoquées, diverses et variées, mais l'idée c'est vraiment de comprendre comment elle fonctionne, parce que le fonctionnement d'une pathologie peut amener un jour à un traitement qui soit différent de ceux qui sont proposés aujourd'hui. Donc je pense que la prise en charge, elle peut aussi évoluer par rapport au travail que font les chercheurs aujourd'hui. Ça, j'ai envie de dire, libre à eux de voir ce qu'ils peuvent trouver et mettre en place pour la suite, pour permettre aux femmes peut-être un jour d'avoir une prise en charge qui soit différente de celle qu'on a aujourd'hui, vu qu'on est toujours sur une pathologie qui est incurable, donc dont on ne guérit pas. Donc on est sur du traitement qui est palliatif, donc on va traiter la douleur, on va traiter les symptômes, mais on n'est pas sur quelque chose dont on guérit. Et c'est quelque chose aussi à rappeler. Donc voilà, et puis c'est important du coup de mettre en place ce type de choses pour la suite, pour justement avoir une prise en charge qui soit meilleure pour les patientes dans le futur. Et justement, on arrive à la fin de cette interview. Si tu avais un message à transmettre aux patientes ou à leurs proches, au grand public, ce serait lequel? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester avec une douleur, de consulter. Parce que consulter un pro de santé qui connaît cette pathologie, ça peut éviter de s'entendre dire qu'il n'y a rien, que ce n'est rien, que c'est dans la tête, que vous êtes une femme angoissée, que etc., etc. Énormément de phrases que malheureusement les femmes entendent encore aujourd'hui, ou que c'est une maladie à la mode. Celle-là, elle reste encore ancrée apparemment, vu qu'on l'entend beaucoup remonter. Mais l'idée, c'est vraiment que consulter peut changer les choses. Et que chaque femme doit pouvoir construire sa boîte à outils qui lui est propre. C'est-à-dire qu'on a parfois la volonté de se dire « Ah, quelqu'un a essayé ça, ça a fonctionné, je vais faire pareil ». Parfois, c'est pas du tout ce qui nous convient. Et du coup, c'est vraiment de s'adapter à soi, de créer sa boîte à outils, que ce soit en termes d'alimentation, de mouvement, de traitement de la douleur, etc., pour vraiment avoir une boîte à outils qui nous corresponde et pouvoir vivre au quotidien avec cette pathologie de manière épanouie le plus possible et avec une carrière pro qui soit ce à quoi on a envie qu'elle ressemble.
Et c'est pas parce qu'un professionnel de santé vous dit que vous avez rien, que vous n'avez rien. Exactement. Voilà, je rigole nerveusement, hein, mais si les douleurs sont là, c'est qu'il y a quelque chose, et même si c'est pas de l'endométriose. Il faut aller trouver la cause de la douleur et la prendre en charge, parce qu'on voit aujourd'hui que les plus grandes difficultés aussi avec l'endométriose, c'est parfois qu'il y a une douleur qui n'a pas été prise en compte pendant de nombreuses années et qui, à terme, crée des dégâts. Et l'endométriose, elle, peut être ce qu'elle était dès le départ, mais la non prise en compte de la douleur, la non prise en charge de la douleur peut avoir des conséquences qui sont très compliquées à gérer par la suite pour les femmes atteintes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.